Dans un paysage politique italien traditionnellement volatile, où les gouvernements durent des mois, pas des années, Meloni navigue avec une habileté notable. Sa coalition, loin de se fragmenter comme beaucoup l'avaient prédit, reste stable, tandis que l'opposition de gauche se divise en factions qui se concurrencent. Les critiques progressistes peuvent lever les yeux au ciel et murmurer sur la chance temporaire de Meloni, mais les preuves sont incontestables. L'arrivée au pouvoir des Fratelli d'Italia ne marque pas l'horreur fasciste prévue, mais un chapitre de stabilisation et de récupération progressive. Traversant l'océan vers les terres argentines, nous trouvons une révolution économique encore plus dramatique, menée par les mains déterminées de Javier Milei. Lorsqu'il a pris la présidence en novembre 2023, il a hérité d'un pays littéralement en flammes. Une inflation stratosphérique de 211,4%, une pauvreté touchant 41,7% de la population, des réserves internationales épuisées et une monnaie en chute libre. Le scénario était apocalyptique, et beaucoup d'économistes considéraient l'Argentine comme un cas désespéré, condamné à répéter éternellement son cycle d'hyperinflation et d'effondrement social. Milei, cependant, a refusé de suivre le manuel politique conventionnel. Il a lancé une thérapie de choc qui a laissé l'establishment économique mondial bouche bée. En seulement 12 mois tumultueux, il a réduit l'inflation à 117,8% en 2024, un chiffre encore élevé, mais représentant un ralentissement dramatique de la machine inflationniste qui avait dévoré le pouvoir d'achat des Argentins pendant des générations. La trajectoire mensuelle est encore plus impressionnante. De 25,5% par mois en décembre 2023 à 2,7% en décembre 2024, restant en dessous de la barrière psychologique de 3% depuis octobre. Cette désinflation vertigineuse n'a pas été obtenue par des contrôles artificiels des prix ou des manipulations statistiques, les outils préférés des gouvernements kirchneristes précédents, mais par une discipline budgétaire implacable que beaucoup considéraient comme politiquement impossible. Milei a réalisé l'impensable. Il a équilibré le budget argentin, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des décennies, grâce à une dévaluation courageuse de 54% et des coupes massives dans les dépenses publiques qui ont valu à son gouvernement des épithètes comme inhumain et insensible de la part de la presse progressiste mondiale. Cependant, les chiffres froids de la macroéconomie commencent à se traduire en réalité tangible pour les citoyens ordinaires. Le PIB argentin, après une contraction initiale sévère, a enregistré une récupération surprenante de 3,9% au troisième trimestre 2024, signalant que le pays sort de la récession profonde qu'il a consumée pendant des années. Milei, rejetant catégoriquement ce qu'il appelait le socialisme appauvrissant kirchneriste, a imposé un libéralisme économique que peu croyaient viable dans un pays aussi dépendant de l'intervention étatique. Le coût social de ces mesures a été initialement brutal, personne, pas même Milei lui-même ne le nie. La pauvreté a grimpé à 52,9% au premier semestre 2024, générant des manchettes horribles dans le monde entier et des protestations massives dans les rues de Buenos Aires. Cependant, ce que beaucoup de critiques refusent de reconnaître, c'est le revirement dramatique qui a suivi. Au second semestre, la pauvreté a chuté vertigineusement à 38,1% selon les données de l'INDEC. Cela signifie qu'en seulement 6 mois, 6,9 millions d'Argentins ont réussi à échapper aux griffes de la pauvreté, une transformation sociale d'une ampleur rarement vue dans les économies modernes. Plus impressionnant encore est la baisse de l'extrême pauvreté, celle qui représente la véritable face de la misère humaine, de 18,1% à 8,2%. Derrière ces chiffres se trouvent des millions d'histoires humaines de récupération de la dignité, de familles qui peuvent maintenant acheter des denrées alimentaires de base sans sacrifier l'éducation ou la santé, d'enfants qui ne vont plus se coucher affamés. Cette transformation sociale n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de la désinflation et de l'augmentation extraordinaire des salaires réels qui ont augmenté de 145,5% contre une inflation de 117,8%. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le travailleur argentin moyen voit son pouvoir d'achat augmenter au lieu de s'évaporer jour après jour. Certes, cette image reste fragile et incomplète. Les données, principalement limitées aux grandes zones urbaines,
ne capture pas encore complètement la réalité des zones rurales et reculées de l'Argentine. Les critiques pointent du doigt la persistance de poches de pauvreté extrême et la fragilité d'un système financier qui dépend encore des contrôles d'échange. Le monde observe stupéfait, tandis que deux nations gouvernées par des dirigeants que l'élite progressiste mondiale considérait comme des parias politiques, émergeant des ombres du chaos économique, défiant toutes les prévisions apocalyptiques. Giorgia Meloni en Italie et Javier Milei en Argentine, des figures qui ont provoqué des frissons dans le dos de l'ordre établi, présentent désormais des résultats qui font taire leurs critiques les plus féroces et réécrivent les récits politiques contemporains. Lorsque Meloni a pris le pouvoir en octobre 2022, devenant la première femme première ministre d'Italie, l'establishment européen a tremblé sur ses bases. Les titres des principaux journaux progressistes n'ont pas lésiné sur les couleurs sombres. La femme malade de l'Europe a proclamé Libération, prévoyant que ces excès post-fascistes provoqueraient une spirale d'instabilité qui entraînerait l'économie italienne déjà fragilisée dans l'abîme. Des économistes de renom ont prédit une fuite des capitaux, un isolement diplomatique et un effondrement de la confiance des investisseurs. De l'autre côté de l'Atlantique, Javier Milei, avec sa rhétorique incendiaire, ses cheveux ébouriffés et la promesse d'une tronçonneuse pour les dépenses publiques, a été dépeint comme un lunatique dangereux. Un rocker nauséabond, disaient certains analystes, tandis que des économistes renommés prévoyaient que son libéralisme anarcho-capitaliste conduirait l'Argentine, déjà en lambeaux économiques après des décennies de populisme kirchneriste, à un état catastrophique sans précédent. Le consensus parmi les oracles de l'orthodoxie progressiste était unanime. Les deux dirigeants représentaient une expérience vouée à un échec spectaculaire. 2 ans plus tard, les chiffres chantent une mélodie radicalement différente, une symphonie de récupération qui résonne dans les couloirs du pouvoir mondial et défie les récits préétablis avec la force brutale des faits économiques. En terre de Dante et de Michel-Ange, l'Italie de Meloni affiche une résilience qui déconcerte ses détracteurs. La croissance économique, modeste mais constante, atteint 0,7% en 2024, avec des projections du BNP Paribas pointant vers 1,1% en 2025, des chiffres qui surpassent plusieurs économies européennes traditionnelles. Le chômage, cette plaie sociale qui a déchiré le tissu social italien pendant des décennies, s'établit à 6,3%. À la fin de 2024, le niveau le plus bas depuis la crise financière de 2008, redonnant de la dignité à des milliers de familles qui avaient perdu espoir. Plus impressionnant encore est le parcours du déficit public italien, cette épée de Damoclès qui a si longtemps menacé la stabilité du pays. Sous la direction ferme de Meloni, le déficit a chuté de 7,2% du PIB en 2023 à 3,8% en 2024, une réduction que beaucoup d'économistes considéraient comme mathématiquement impossible, sans plonger le pays dans une récession dévastatrice. Ce miracle fiscal a été réalisé grâce à une combinaison audacieuse, une augmentation des recettes fiscales qui ont augmenté de 3,9% au troisième trimestre 2024 et une discipline de fer dans les dépenses réduite de 4,4% sur la même période. La Standard & Poor's, ce juge rigoureux des marchés financiers mondiaux, n'est pas restée indifférente à cette transformation. Dans un mouvement qui a envoyé des ondes de choc sur les marchés, elle a relevé la notation souveraine italienne à BBB+, signalant aux investisseurs internationaux que l'Italie sous Meloni n'est plus le maillon faible de la zone euro, mais un exemple de responsabilité fiscale. Le pragmatisme de Meloni a laissé bouche bée même les observateurs les plus sceptiques. Loin de l'idéologue inflexible que ses opposants dépeignaient, la première ministre italienne a démontré une flexibilité politique surprenante, poursuivant les réformes structurelles initiées par Mario Draghi, tout en mettant en œuvre des mesures spécifiques pour protéger le pouvoir d'achat des classes moyennes. Son administration a réduit les cotisations de sécurité sociale, injectant de la liquidité dans le budget des familles italiennes ordinaires, et a préparé un paquet de soulagement fiscal de 15 milliards d'euros pour le budget 2025, axé sur les familles à faible et moyen revenus. Avec une maîtrise stratégique, Meloni a orchestré l'utilisation des fonds européens, 200 milliards d'euros impressionnants du plan Next Generation, non pour des programmes d'assistance à court terme, mais pour des investissements structurels
qui promettent de transformer fondamentalement l'infrastructure italienne et de propulser la productivité nationale dans le XXIe siècle. Des ponts, des routes, des réseaux numériques et des installations énergétiques durables fleurissent dans toute la péninsule, générant des emplois et posant les bases d'une croissance durable à long terme. Cependant, il est indéniable que la popularité du président Milei, loin de s'effondrer comme beaucoup d'analystes l'avaient prédit, reste robuste, avec des indices d'approbation de 50%, un chiffre dont beaucoup de dirigeants occidentaux ne peuvent que rêver. Alors que ces deux nations expérimentent des renaissances économiques sous des dirigeants que l'orthodoxie politique internationale considérait comme extrémistes et dangereux, la France, phare traditionnel du progressisme européen et autoproclamée, défenseuse des valeurs des Lumières, sombre dans une crise politique et économique sans précédent dans son histoire récente. Les élections législatives de 2024 ont laissé un héritage de paralysie, un Parlement fracturé en 3 blocs mutuellement hostiles, la coalition Ensemble de centre-droit, l'Alliance de gauche Nouvel Front Populaire et le Rassemblement national de Marine Le Pen. Cette fragmentation dans un système politique conçu pour produire des majorités claires a abouti à une impasse gouvernementale qui étrangle toute tentative de réforme substantielle. Michel Barnier, Premier ministre de compromis après des mois de négociations tendues, dirige un gouvernement technocratique qui manque de vision et d'autorité. Chaque projet de loi se transforme en une bataille parlementaire acharnée, chaque décision budgétaire en un exercice de contorsion politique. Le résultat est une administration paralysée, incapable de répondre aux défis fondamentaux auxquels la société française est confrontée. Les chiffres économiques français racontent une histoire désolante. La croissance économique a stagné à 0,3% en 2024, nettement en dessous de la moyenne de la zone euro. Le chômage, cette plaie ouverte dans la société française, a grimpé à 8,1%, contrastant dramatiquement avec les 6,3% de l'Italie problématique de Meloni. Les zones urbaines sensibles, euphémisme pour les ghettos appauvris qui entourent les grandes villes françaises, enregistrent des taux de chômage des jeunes qui dépassent 40%, alimentant des cycles de criminalité et de désespoir. Le déficit public français, qui devrait être sous contrôle après des années de promesses de rigueur budgétaire, a grimpé à 5,4% du PIB, provoquant des avertissements sévères de la Commission européenne et des menaces de procédure pour déficit excessif. La dette publique française dépasse 115% du PIB, mettant en danger la soutenabilité financière du pays et potentiellement contaminant toute la zone euro. Les rues de Paris, Lyon, Marseille et d'autres grandes villes françaises se sont transformées en champs de bataille récurrents. Des protestations massives contre les réformes des retraites, nécessaires mais mises en œuvre maladroitement, ont évolué en affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre. Les images de véhicules en feu et de vitrines brisées sur l'emblématique Champs-Élysées ont circulé dans le monde entier, affaiblissant l'image de la France comme destination touristique premium et centre de stabilité européenne. Des grèves continues dans le secteur public, en particulier dans les transports et l'éducation, ont paralysé à plusieurs reprises la vie économique française en 2024, imposant des coûts estimés à des milliards d'euros à une économie déjà fragilisée. Le service ferroviaire SNCF, autrefois fierté nationale, fonctionne désormais dans un état de semi-effondrement, avec des annulations quotidiennes et une infrastructure détériorée par manque d'investissement structurel. Le président Emmanuel Macron, qui est arrivé au pouvoir en 2017 comme le grand espoir de renouveau politique français, voit sa popularité s'effondrer à 27%. Sa promesse d'une révolution du centre, qui transcenderait les vieilles divisions entre gauche et droite, s'est révélée une chimère politique, incapable d'unir un pays profondément divisé ou de mettre en œuvre des réformes structurelles nécessaires pour revitaliser l'économie française. Le contraste ne pourrait être plus frappant. Alors que Meloni et Milei, étiquetés comme extrémistes dangereux par les médias internationaux, livrent des résultats économiques concrets grâce à des politiques budgétaires disciplinées et des réformes structurelles audacieuses, le modèle français de technocratie centriste et de consensus fabriqué montre des signes clairs d'épuisement face aux défis économiques contemporains. Cette divergence de trajectoire soulève des questions profondes
sur les récits politiques établis qui ont dominé le discours occidental au cours des dernières décades. Serait-il possible que le pragmatisme économique des dirigeants étiquetés comme populistes produise des résultats plus tangibles pour le citoyen ordinaire que les politiques technocratiques élaborées dans les couloirs aseptisés de Bruxelles? Les experts et analystes conventionnels seraient-ils prisonniers de préjugés idéologiques qui les empêchent de reconnaître les mérites des approches qui défient leurs dogmes établis? À Rome, une politique mise en œuvre par Meloni offre des indices sur son approche pragmatique. Le programme Nuova Nascita, Nouvelle Naissance, lancé en 2023, inverse la tendance démographique catastrophique de l'Italie grâce à des incitations fiscales substantielles pour les familles avec enfants et un soutien intégré à la maternité. En 2024, l'Italie a enregistré la première augmentation du taux de natalité en 15 ans. Un exploit remarquable que beaucoup de démographes considéraient comme impossible sans une immigration massive. Ce programme, initialement ridiculisé comme un natalisme réactionnaire par la presse progressiste, attire désormais l'attention de pays comme le Japon, la Corée du Sud et l'Allemagne, qui sont confrontés à des crises démographiques similaires. En Argentine, le programme de déréglementation économique de Milei débloque des secteurs entiers auparavant étouffés par les contrôles étatiques. Le secteur agricole, vital pour l'économie argentine, a connu un boom de productivité après la suppression des taxes à l'exportation qui pénalisaient les producteurs ruraux. La production de soja, de blé et de maïs a explosé, générant un afflux précieux de devises étrangères qui renforce les réserves internationales du pays. Le secteur technologique, libéré des restrictions d'importation draconiennes du régime précédent, prospère avec des start-ups émergeant à Buenos Aires, Cordoba et Mendoza, créant des emplois hautement qualifiés qui retiennent les jeunes talents qui émigraient autrefois en masse. Pendant ce temps, la France reste empêtrée dans des débats interminables sur l'identité nationale, la laïcité et les privilèges corporatifs acquis, incapables de faire face à ces défis économiques fondamentaux. Le système éducatif français, autrefois envié mondialement, chute dans les classements internationaux PISA, avec des élèves français présentant des performances inférieures à la moyenne de l'OCDE en mathématiques et en sciences. L'industrie manufacturière française poursuit sa contraction inexorable, avec des usines emblématiques fermant leurs portes ou transférant leurs opérations vers des pays aux coûts de main-d'œuvre plus compétitifs et aux environnements réglementaires moins onéreux. Le modèle social français, soutenu par l'une des charges fiscales les plus élevées du monde développé, montre des signes croissants d'insoutenabilité financière. Le système de retraite, même après des réformes partielles, continue d'accumuler des déficits structurels qui menacent d'engloutir des proportions toujours plus importantes du budget national. Le système de santé, fierté de l'État-providence français, souffre de files d'attente croissantes, de pénuries de personnel et d'hôpitaux publics en crise financière chronique. Dans les banlieues, les quartiers pauvres qui entourent les grandes villes françaises, une génération entière de jeunes, principalement d'origine immigrée, reste déconnectée du marché du travail formel et aliénée des valeurs républicaines françaises. La promesse d'intégration, pilier du modèle français, semble de plus en plus une illusion, tandis que les tensions sociales et culturelles s'accumulent comme un matériau inflammable attendant une étincelle. Le paysage énergétique français, autrefois exemple d'indépendance grâce à sa flotte nucléaire, fait face à une crise de capacité. Des années de sous-investissement et d'ambivalence politique sur l'avenir du nucléaire ont conduit à un vieillissement de l'infrastructure qui menace la sécurité énergétique du pays. Ironiquement, la France, qui se présente comme leader de la transition verte européenne, a été contrainte de réactiver des centrales à charbon lors des périodes de pic de demande, compromettant ses propres objectifs de réduction des émissions. C'est dans ce contexte de divergence dramatique, entre récits politiques et résultats économiques concrets, que nous devons remettre en question certains des dogmes qui ont dominé le discours public au cours des dernières décennies. L'étiquette de populiste, appliquée indistinctement à des dirigeants comme Meloni et Milei, semble de plus en plus un dispositif rhétorique pour délégitimer des politiques qui défient l'orthodoxie progressiste, indépendamment de leurs résultats pratiques pour le citoyen ordinaire. La discipline budgétaire, autrefois promue comme une vertu cardinale, par des institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale, est désormais fréquemment dénoncée
comme une austérité cruelle, lorsqu'elle est mise en œuvre par des gouvernements étiquetés comme de droite, même lorsqu'elle produit une stabilisation économique et une création d'emplois durables à moyen terme. Les réformes structurelles pour améliorer la compétitivité économique sont célébrées lorsqu'elles sont proposées par des technocrates alignés sur le consensus établi, mais condamnées comme un néolibéralisme sauvage lorsqu'elles émanent de dirigeants qui défient les conventions politiques dominantes. Cette incohérence de jugement en révèle plus sur les préjugés des commentateurs que sur les politiques elles-mêmes. Cependant, il serait simpliste de présenter Mélanie et Milei comme des héros infaillibles ou la France comme un cas désespéré. La réalité est plus complexe et nuancée. L'Italie, malgré ses progrès récents, porte encore le fardeau d'une dette publique colossale et des défis structurels profonds, y compris un système judiciaire lent et une bureaucratie asphyxiante. L'Argentine reste vulnérable aux chocs externes et a encore un long chemin à parcourir pour reconstruire sa crédibilité internationale. La France, malgré ses difficultés actuelles, conserve des atouts formidables. Une main-d'œuvre hautement qualifiée, une infrastructure de classe mondiale et des entreprises leaders mondiales dans des secteurs stratégiques. Ce que ces trajectoires contrastées nous révèlent, ce n'est pas la supériorité intrinsèque d'une idéologie sur une autre, mais l'importance cruciale du pragmatisme économique sur le dogmatisme idéologique. Mélanie et Milei, malgré leurs différences significatives en termes de style et de contexte, partagent une caractéristique fondamentale: la volonté de mettre en œuvre des politiques basées sur des résultats concrets et non sur la pureté doctrinale. Pendant ce temps, la France reste prisonnière d'un labyrinthe de tabous idéologiques et d'intérêts acquis qui bloquent les réformes nécessaires. Le système politique français, conçu pour produire des exécutifs forts, génère, paradoxalement, une paralysie lorsqu'il est confronté à la fragmentation actuelle de l'électorat. Pour les observateurs attentifs de l'économie mondiale, ces contrastes offrent des leçons précieuses sur les limites des prévisions basées sur des préjugés idéologiques et l'importance de juger les politiques par leurs résultats pratiques et non par des étiquettes politiques. À mesure que Mélanie et Milei poursuivent leurs expériences de gouvernement, certes imparfaites et incomplètes, mais indéniablement plus réussies que ce que leurs critiques avaient prédit, il est peut-être temps de repenser certaines des orthodoxies qui ont dominé le discours économique et politique au cours des dernières décennies. La véritable mesure du succès politique, après tout, ne réside pas dans l'approbation des cercles d'élite ou la conformité avec les dogmes établis, mais dans la capacité à améliorer tangiblement les conditions de vie des citoyens ordinaires, à restaurer la stabilité macroéconomique et à créer les bases d'une croissance durable. Selon ce critère pragmatique, les populistes dangereux semblent avoir quelques leçons à enseigner aux autoproclamés gardiens de l'orthodoxie politique contemporaine, alors que l'Europe et le monde observent ces expériences politiques avec un intérêt renouvelé. Une question inconfortable plane dans l'air. Et si les Cassandres progressistes se trompaient fondamentalement non seulement dans leurs prévisions, spécifiques sur des dirigeants individuels, mais aussi dans leur compréhension plus large des dynamiques économiques et politiques de notre époque? La réponse à cette question pourrait redéfinir le paysage politique mondial dans les prochaines décennies.